8 heures du soir. Ma bien chérie, j'ai reçu ton télégramme. Que je suis content et inquiet. Comment vas-tu, chérie, avec notre petite fillette? As-tu bien souffert? As-tu pu avoir un médecin? Avais-tu trouvé une nourrice? Le télégramme est bien bref. Que j'attends des détails. Je crains tant de choses. L'état d'esprit dans lequel tu vis depuis 4 mois et demi a pu avoir une influence malheureuse. Le souci peut lui nuire. Reste courageuse, ma chérie, pense à notre fillette. Comment l'appelles-tu? Fais-moi vite savoir son nom. Qu'il me tarde de la voir, je suis impatient de revenir. Mais mon retour est encore bien loin, plusieurs mois certainement. Cause-moi longuement d'elle dès que tu pourras le faire, dis-moi tout. J'espère la voir, je veux la voir. Que je regrette qu'elle ne soit pas née 1 an plus tôt. Fais-moi envoyer quelques papiers à lettres pour que je puisse t'écrire longuement. Toutes les fois que la chose ne sera pas possible, embrasse-la pour moi. Je ne dormirai sans doute pas cette nuit, mais sois tranquille. Je ne serai pas malheureux, pourtant je suis inquiet. S'il y avait des complications, il n'était pas commode d'avoir un médecin et il n'y a guère de pharmacien. Ce soir j'ai reçu 2 lettres de toi, une carte, une lettre d'Yvonne et une carte de Jean. J'ai tout brouillé et je ne m'y reconnais plus. Il me sera une distraction de les relire demain, elles me sembleront encore fraîches. Dis-moi que notre enfant vivra, il me tarde de savoir. C'est si frêle, ces pauvres petits, il le faut. Il faut si peu, j'espère. De quelle couleur sont ses yeux, comment sont ses menottes? Sera-t-elle jolie? Que je voudrais qu'elle te ressemble. Hélas, je ne pourrai pas la voir toute petite. Je l'aime, vois-tu, je l'aime autant que je t'aime. Dis-moi, fais-moi dire beaucoup de choses d'elle. Pleure-t-elle beaucoup? Toi, tu souffres, chérie? As-tu pu rédiger le télégramme toi-même? Non, sans doute on l'a signé de toi pour me rassurer. Mais pourquoi cela irait-il? N'avons-nous pas assez d'épreuves sans cela? Tout va bien, n'est-ce pas? Tu me donneras de bonnes nouvelles. Dès que tu pourras m'écrire, tu le feras longuement. Où serais-je alors? Quelque part sur le front. Il y a loin de la Suisse à la mer du Nord. Chacun n'est qu'un atome. Mais si tout va bien, je vivrai, j'ai confiance. Je garde toujours mon sang-froid. Nous serons bien heureux, va, plus tard, dans quelques mois. Nous en achèterons bien le droit. Je n'ai pas vu notre enfant, je veux le voir et j'ai l'intime conviction que je le verrai. Il le faut bien, n'est-ce pas? Garde mes lettres, si je ne revenais pas, elle pourra les lire, plus tard. Elle saura que son papa l'a bien aimé. Fais que notre enfant soit digne de toi et de ses grands-parents. Dis-lui bien que si j'ai pu tirer dans ces affreux moments, c'était par nécessité, mais que je n'ai jamais sacrifié une vie inutilement, que je réprouve ces meurtres collectifs, que je les considère comme pires que des assassinats, que je n'ai haï que ceux qui les ont voulus. Enseigne-lui à être bonne et simple. Au fur et à mesure qu'elle grandira, elle pourra te comprendre, instruis-la en tout. Ne crains pas de lui parler des laideurs de la vie, qu'elle ne soit pas désarmée et qu'elle ne fasse jamais souffrir personne. Ne tolère jamais chez elle la médisance. Je voudrais qu'elle puisse faire de la musique et des langues étrangères. Sans cela, on n'est que des êtres incompris. Mais pourquoi te dire tout cela? Tu le sais aussi bien que moi, et puis nous serons bien là tous les deux. En attendant mon retour, aime-la beaucoup, doublement pour toi et pour moi, et fais-moi savoir vite son nom. J'aimerais bien une Lucienne, Yvonne, Marguerite, Marcel, Germaine. Que sais-je? Ou bien donne-lui un prénom anglais, il y en a des gentils. Mais c'est déjà fait, je l'aime sous n'importe quel nom. Il me tarde de le savoir, c'est tout. Que je voudrais être près de toi pour te soigner moi-même, pour la dorloter et dire qu'à mon retour, il me faudra vivre encore loin d'elle, mais l'espoir de la conserver sera plus ferme. Je suis fou, je m'arrête d'écrire pour dire que j'ai une fille. J'ai une fille. Il me faut fermer ma lettre. Embrasse notre chérie, embrasse nos familles pour moi. Espère en mon retour, à toi ma chérie, tout ce qu'un mari peut désirer de meilleur pour sa petite femme. Marin Guillaumont. D'origine auvergnate, Marin Guillaumont était instituteur avant la guerre. Il y fut blessé et gazé, et mourut 8 ans après la guerre, en 1926. Sa femme Marguerite venait de donner naissance à leur fille Lucille, lorsqu'il lui écrivait cette lettre. Vous savez ce que c'est que de monter sur le parapet? C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans la tranchée, je montais à découvert. Et j'ai tiré jusqu'à ma dernière cartouche. Sont devenues tes belles promesses, et toi, j'espèrement, où sont-ils partis? Va donc retrouver ces folles maîtresses, toi, va retrouver tes amants maudits. Si je vous disais, avant de monter, savez-vous que les Allemands nous donnaient les Allemands, c'est Tibet. Les officiers ou le caporal d'ordinaire, on avait un quart d'eau de vie à boire.
Je buvais jamais mon quart de vie, je le mettais dans une petite bouteille. Voyez-vous? Et il y en a qui montaient, qui étaient charges, comprenez-vous? Ils n'avaient pas la connaissance à eux. Voilà, c'est ceux-là qui arrivaient à faire des mauvaises choses, vous comprenez? Moi, j'ai toujours voulu, je fais des attaques dans mon état normal. Alors, il faut que je vous dise aussi, quand on monte à l'attaque, vous avez des échelles. Et quand vous montez à l'attaque, c'est le commandant de compagnie qui monte le premier. Il a le revolver dans la main. Et puis il dit au sous-lieutenant, montez. Et c'est pourtant la vérité. Et le sous-lieutenant dit au sergent, faites monter le caporal. Il a son revolver, il dit au caporal, montez. Et le caporal, il dit à ses hommes, avec le revolver, monsieur, dans la main. Il dit à ses hommes, montez. C'est malheureux de le dire, mon pauvre monsieur. Mais si un se sauve, vous avez le droit de tirer dessus. Vous vous rendez compte? Voilà comment se passaient des attaques. « 12 septembre 1915. Cette tuerie durait encore plusieurs années, que ce seraient encore les mêmes qui seraient encore dans les tranchées. Et quoi faire et dire? Ils nous tiennent et nous matent à leur guise. Ils veulent les avoir, c'est facile à dire et à écrire. Ceux qui font les articles de journaux souffrent moins que moi en t'écrivant. Car moi, ma petite Lucie, pour me consoler, je n'ai que ton image qui est constamment devant moi pour t'écrire. C'est facile avec la peau des autres de dire « nous les aurons ». Ce sera long, mais nous tiendrons, juste un jour de plus qu'eux. S'ils veulent les avoir, il ferait pas mal de venir les chercher et les prendre. Moi, je donnerais bien ma part. Et maintenant, ils sont à l'arrière, roulent les autos, et avant, ils faisaient raser la moustache pour les défigurer à des hommes qui maintenant tiendraient aussi bien le volant qu'eux. Il y en a de la fourrée partout de leur sale guerre, sauf dans les tranchées, où nous ne sommes que travailleurs de tout métier. Eux font la bombe à l'arrière, et quand par hasard un des leurs paye de sa peau, toute la presse en parle. On dirait que c'est le dernier de leur race. C'est pour dire à l'opinion publique, ma petite chérie, vous voyez? Il en tombe aussi bien des nôtres que des vôtres. Ceux qui sont parmi nous comme gradés, ça se comprend. Si tu avais vu comme ils se font bien servir. Ils se font monter le champagne par ballots, fument de gros cigares et touchent du tabac fin. Même les dons. Ils regardent dedans et prennent ce qui leur convient. Cependant, ils gagnent de l'or plus gros qu'eux, et nous un sou par jour. C'est vrai que c'est bien bon pour nous. Nous sommes assez bêtes. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Beaune, le 28 juin 1917. Très chère marraine, vous m'aviez promis, comme vous me le dites, de m'écrire dimanche, et hier matin j'avais encore une déception n'ayant rien reçu de vous. Aussi je ne vous cacherai point que durant toute la journée je me suis trouvé un peu énervé par je ne sais quoi, et pardi, le cafard trottait et il fut même impossible d'ouvrir un livre. Mais hier au soir, le vaguemestre vint me porter un de vos messages, que je n'espérais que pour ce matin. Subitement mon cafard a disparu et je pus me lever un peu, pour descendre au jardin, ce qui m'a permis de dormir cette nuit, car vous devez vous imaginer qu'après une journée complète passée au lit,
on ne puisse trouver le sommeil que très difficilement. C'est ce qui m'est arrivé durant l'avant-dernière nuit, où je ne dormis que vers 5 heures du matin, après une nuit d'insomnie où toutes sortes d'idées m'assaillaient. Je pensais un peu à tout, mais je ne sais pourquoi votre pensée ne me quittait pas un seul instant, et ainsi je me rappelais les circonstances desquelles nous nous étions connus, la ruse employée pour avoir une marraine, et je disais à mademoiselle Gastelin que mon ami avait le cafard, sans oser avouer que c'était pour moi. J'ai revu tous les instants passés au front et mes souffrances qui disparaissaient de suite à la réception d'un de vos bons messages, sans lequel je ne sais trop comment j'aurais supporté les longs mois de position. Puis enfin le moment est venu. Je pars en mission, arrivé à Philippeville. J'ai l'heureux plaisir de faire votre connaissance. Je dois tout simplement vous dire que mon impression est excellente. Je me suis tout de suite senti attiré vers vous par une vive sympathie, et par la suite, après notre promenade, j'ai vu que je ne m'étais pas trompé. Vos lettres m'avaient fait pressentir cette amitié, mais l'on ne peut être trop fixé avant de se connaître complètement. Et maintenant, chère marraine, je me sens tout à fait attaché à vous. Et j'ai pour vous une profonde affection de filleule, ou plutôt d'un ami sincère. Voilà pourquoi, ma reine Renée, vos lettres sont attendues avec beaucoup d'impatience, et je crains même de vous importuner. Oh oui, je me demande bien si vous n'êtes pas ennuyé d'avoir un filleul qui s'attarde en un hôpital. Et je me dis, tu n'as pas le droit de réclamer si souvent de nouvelles de ta marraine. Tu es à l'abri, tu n'es plus sur le front. Et je m'imagine ainsi n'avoir plus le droit de vous réclamer de m'écrire souvent. Et cependant, dès que je reste 2 ou 3 jours sans vous lire, je m'ennuie après vous, et mes pensées vous abondent. Non, je n'en ai pas le droit, je ne peux demander cela d'une marraine. J'ai tort de m'en montrer d'une pareille exigence. Ainsi, lorsque vous me demandez de vous excuser, puis-je faire moins? Mais qu'allez-vous penser de votre filleule, chère marraine? Je m'attarde depuis un instant à vous faire part de toutes mes pensées qui vont vous ennuyer. Quelle filleule ai-je là, allez-vous dire? Ainsi je m'arrête, voulez-vous, pour parler un peu de ce que vous faites, de ce que je fais. Ce n'est pas long à dire. Au lit, toujours au lit, sauf le soir, de 6h à 8h, où je descends au jardin, et peux, à l'aide de mes jumelles, observer les promeneurs, les navires qui sont en grand nombre chaque jour, une vingtaine par jour. Ce sont pour la plupart de grands courriers à plusieurs cheminées, des navires hôpitaux, qui quittent le port le soir en convoi escortés par des patrouilles. Tout cela est intéressant et distrait beaucoup. Vous me dites, chère marraine, que vous auriez voulu être infirmière pour éloigner de moi toutes les pensées tristes. Croyez bien que j'en aurais été très heureux. Oh oui, vous auriez pu me faire des lectures. Je vous aurais conté toutes mes journées passées au front, narré les épisodes des grandes batailles, Somme 1916, Aisne 1917. Et tout cela vous aurait absorbé, mais est-il nécessaire, chère marraine, de vous dire que seule votre présence auprès de moi aurait suffi à me faire oublier mon mal? Non, car ainsi, je vous le disais plus haut, je me plais auprès de vous que j'affectionne beaucoup. Mais faut-il vous dire aussi, chère marraine, que je trouve qu'infirmière n'est pas la place d'une jeune fille? Aussi jamais je ne vous conseillerais de le devenir. J'attends ce soir la visite de mes parents. Ma sœur me dit qu'elle vous aime beaucoup sans vous connaître. J'en suis très heureux, chère marraine, et désire ardemment que cette amitié devienne de plus en plus grande. Je vais cesser mon bavardage, chère marraine, avec l'espoir de reprendre sous peu, car là seul est mon plaisir. Présentez mes respects à vos parents, et pour vous, chère marraine Renée, mes plus affectueuses pensées. Votre filleule, Max. On nous avait donné comme consigne d'enlever à la baïonnette ce village de Montion que vous voyez en face de vous, avec le château et la vieille église. On nous avait dit qu'il faut enlever ça à la baïonnette. Or, nous avions 3 kilomètres de terrain à parcourir, terrain découvert avec une redoutable ligne allemande qui occupait toutes ce petit ruisseau de la Sorcière et les peupliers qui le protègent, et qui nous voyaient parfaitement bien, tandis que nous ne les voyions pas. Les Allemands avaient un uniforme qui les confondait avec la terre. Et alors nous avions cette folie sanglante, n'est-ce pas, d'avoir à prendre à la baïonnette sur un parcours de 3 kilomètres, n'est-ce pas? Vous avez peur? Peur, non. Non, on n'a pas eu peur. La peur, mais c'est un sentiment que tout homme connaît, et que tout soldat connaît. Ceux qui viendront vous dire « je n'ai pas eu peur », mais ils mentent, ceux-là, n'est-ce pas? Mais est-ce que la charge à la baïonnette n'est pas un peu particulière? Est-ce que ça n'engendre pas La charge à la baïonnette, c'est spécial. L'attaque à la baïonnette est une chose barbare, sanglante. N'est-ce pas, c'est un peu l'attaque à l'arme blanche du XVe siècle. N'est-ce pas, on ne peut pas analyser le sentiment de l'homme qui se rue sur son semblable en face de lui avec une arme blanche pour lui percer la poitrine ou se l'avoir percée par son adversaire. Est-ce que vous buviez de l'alcool avant de partir à l'attaque? Oui, on nous avait nourris copieusement avec de l'alcool plus ou moins frelaté à l'éther, n'est-ce pas, qui nous remontait le moral. Et vos officiers montent à l'assaut aussi, comment? Les officiers braves.
des officiers héroïques fous. N'est-ce pas? L'officier ne voulait pas se coucher. C'était un déshonneur, une sorte de déshonneur. Il avait conservé cette mentalité des Saint-Cyriens partant à l'assaut avec leurs casoars et les gants blancs, n'est-ce pas? C'était pour l'officier une sorte de sentiment déshonorant que celle de se coucher à côté de son homme, alors que la suite a été tragique. Je prends l'exemple de ma compagnie, la 19e, où sur 4 officiers, 3 officiers ont été tués en l'espace d'une demi-heure, n'est-ce pas? Et les hommes, les 60 ou 80 hommes survivants qui restaient, ont été livrés absolument à eux-mêmes. Votre lieutenant, comment s'est-il comporté lors de cette attaque? Héroïquement, comme tous les officiers. Quand le capitaine est tombé, au pied de l'arbre Le Trempe, qui est à 200 mètres ici à droite, il a pris effectivement le commandement de la compagnie, a sorti son épée du fourreau, il avait le revolver au poing, il l'a rentré dans sa gaine, a sorti son épée, et s'est dressé devant nous en criant « Le capitaine est tombé, je prends le commandement, suivez-moi en avant à la baïonnette ». Nous avons donc suivi ce brave lieutenant, sur quelques dizaines de mètres, mais les rafales de mitrailleuses étaient telles qu'il a fallu se coucher. Un grand nombre de mes camarades, une centaine, étaient déjà tombés morts, et une cinquantaine environ de blessés, c'est-à-dire que la compagnie était complètement saccagée. L'un des officiers venait d'être tué, après le capitaine Guérin, le commandant de la compagnie, et il restait donc le lieutenant en question qui avait pris le commandement. Il restait debout sous la rafale. Quand tout à coup, après que nous lui ayons crié « Couchez-vous, nous n'avons plus de sac », mais moi non plus, je n'en ai pas, criait-il, les voyez bien, tirez, tirez, nom de Dieu. Alors nous tirions comme des mercenaires, nous avons épuisé presque toutes nos cartouches, et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front, et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement « Oh mon Dieu, mes enfants ». Comment s'appelait ce lieutenant? Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Pédy.